Bonsoir et bienvenue, c'est pendant le 20h. Bienvenue à Nanarland. La nuit la plus improbable de l'année revient pour une nouvelle édition avec ses ninjas, ses zombies et ses très gros muscles. On en parle en images et en musique avec Julien Jakubowski et Philippe Ferrer. Xavier Affre lui rendra hommage à Ed Wood, le roi du nanar. Et ce sera notre focus. Bonsoir Xavier. Bonsoir Caroline. Bonsoir Julien Jakubowski. Bonsoir. Philippe Ferrer, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue. Merci d'avoir accepté notre invitation pour parler de votre plaisir coupable mais assumé, j'ai nommé les nanars. Alors, Julien, on commence avec vous. Vous organisez l'Astronaute, la 2e édition. Alors, 2e édition à Ajaccio, mais en réalité la 3e, puisqu'il y avait déjà eu une première à l'Albor à Bastia il y a maintenant 2 ans. Et donc, une véritable 3e édition. D'ailleurs, on reprendra à Bastia au Régent le 20 avril. Donc on remet ça encore pour le public de Haute-Corse qui ne peut pas forcément se déplacer. Voilà, et on rappelle quand même que c'est, enfin on le dit d'ailleurs, ce sera vendredi 30 mars au cinéma L'Ellipse. C'est ça, à partir de 20h30. À partir de 20h30. Alors avant de parler de la programmation de cette folle soirée, peut-être pouvez-vous nous dire ce qu'est un nanar ? Alors, un nanar, en fait, c'est un film qui est tellement mauvais qu'il en devient bon, en fait, et qui a toujours ce côté un peu sympathique, à la différence d'un navet qui est juste un mauvais film et qui n'a rien pour lui, en réalité. Là, il y a toujours une petite tendresse pour ses ratages complets, et qu'ils soient volontaires ou non, d'ailleurs. Et c'est ce qui fait un peu le charme de ce genre de film, en fait. Philippe, qu'est-ce qui vous plaît, vous, dans les nanars ? Moi, c'est surtout ce côté involontaire, moi, qui me plaît. Souvent, ce côté innocent. Innocent, et puis il y a souvent une histoire. Souvent, les films ont été commencés avec un budget approprié donc au film, mais ils s'aperçoivent au bout de quelques heures de tournage qu'ils n'ont pas assez de budget, et puis ils vont coller des morceaux, et ils vont essayer de faire tant bien que mal, ils vont finir le film. Mais souvent, ça part d'un budget un petit peu serré, ou ça peut partir tout simplement par manque de goût aussi, hein. Mais c'est le côté involontaire, moi, qui me plaît. Est-ce que le nanar est un genre ou un sous-genre à part entière ? Julien. En réalité, non, puisque le nanar transperce tous les genres. Ça peut très bien être de la science-fiction, de la comédie, il n'y a pas de genre défini. Donc, on peut dire que c'est un genre à part entière, mais c'est en réalité tous les genres du cinéma. Il n'y a pas de limite. Tout le monde est touché. Philippe. Et puis c'est suggestif aussi, parce que quelqu'un peut trouver un film nanar alors que quelqu'un d'autre va le trouver comme un chef-d'œuvre du 7e art. Xavier, je sais pas pourquoi je me tourne vers Xavier, mais on a souvent des discussions là-dessus. Effectivement, il y a des films que je trouve nanars qui n'en sont pas, qui sont peut-être même des chefs-d'œuvre du 7e art quand même. Mais est-ce qu'il y a quand même des codes esthétiques à respecter pour faire un vrai bon nanar ? Non, je pense que c'est un manque de budget, et puis ça devient très très vite un nanar, hein. Ou alors quand c'est un petit peu quand il voit trop loin, quand il voit c'est quelque chose qui tient de l'alchimie, en fait, puisque c'est la combinaison des éléments qui va mener au nanar. C'est pas forcément un élément à lui tout seul qui va permettre d'arriver à ce résultat. Et le doublage, très important. Les films en version française, il faut absolument voir les nanars en version française. Je pense que c'est un élément indispensable au nanar. Julien, c'est même un élément qui peut transformer un vrai film en nanar. Voilà. Complètement. Il y a plusieurs exemples de films américains doublés tellement n'importe comment que ça en devient extraordinaire. Ça prend une autre dimension complètement. Mais est-ce que certains réalisateurs embrassent sincèrement la démarche nanar ? Est-ce qu'on en conscience ? Oui, puisqu'actuellement, c'est devenu tellement tendance, en fait, qu'il y a des essais volontaires d'utiliser justement les codes qu'on peut retrouver dans ce genre de film pour en faire un argument commercial. On peut citer toute la série des Sharknado, qui doivent être au 5e épisode maintenant. On peut rappeler l'histoire de Sharknado, une tempête de requins. Une tempête de requins qui attaque la côte ouest des États-Unis. Donc tout à fait normal, quoi. Et du coup, c'est devenu maintenant vraiment un genre à part entière, puisque c'est codifié, c'est fait de manière totalement assumée.
Et c'est limite, oui, revendiqué, en fait, par les réalisateurs. Alors, du coup, ce qui est un peu, à mon sens, dommage, parce que je suis un peu d'accord avec Philippe, c'est que quand on voit... Voilà, quand c'est volontaire, c'est moins efficace. Voilà, c'est pas pareil. Il y a vraiment ce côté improbable. Je pense que les réalisateurs et les acteurs y croient. C'est ça qui est assez beau. C'est de parler de la poésie du nanar, parce qu'il y a quelque chose quand même. C'est-à-dire que les acteurs sont à fond. Ah, complètement. Le réalisateur, je pense pas qu'il... Enfin, toi, les films... J'allais dire d'avant, je ne parle pas pour Sharknado, parce que maintenant c'est trop volontaire à mon avis. Il y a un côté cynique en fait dans cette démarche de vouloir foirer volontairement pour faire parler du film en fait. Souvent c'est fait avec des gros budgets, genre Piranha 3D. Par exemple. Donc il y avait quand même, c'était pas un petit budget. Et qui n'est pour autant pas un nanar, mais juste un mauvais film. Mais un mauvais film. Mais c'est vrai que c'est ce côté franchement improbable, le fait de voir que des réalisateurs y croient. Je trouve ça assez beau finalement, parce que c'est des gens qui vont jusqu'au bout en réalisant, peut-être en gâchant de la pellicule, mais en tout cas qui tournent jusqu'au bout et qui essaient de le faire avec sincérité. Bon, et le résultat... effectivement très drôle. Bon, certains réalisateurs l'assument au bout de quelques années. Mais après. Oui, voilà, bien après, souvent en étant vexés pendant des années. Puis au bout d'un moment, bon, effectivement, c'était un nanar. Ce qui est pareil d'ailleurs en musique. On va en parler. Alors, l'Astronaute 2 aura lieu donc ce vendredi 30 mars à l'Ellipse à partir de 20h30. 2 projections. La première, c'est un film Blood Diner. Alors, en fait, on commence par Ninja 3. Blood Diner sera le deuxième film. Ce sera le deuxième film. On va vite comprendre pourquoi. Et je vous propose de regarder un extrait ou la bande-annonce de Ninja 3. On est dans la quintessence du nanar. Complètement. En plus, c'est vraiment un best-of de ce que le genre peut proposer, puisqu'on a de l'exorcisme, des ninjas, tout ce qui était à la mode à l'époque, dans le même film. Donc, histoire de brasser le plus large. Donc, c'est vraiment une démarche... commercial. Oui, complètement. Le but, c'est vraiment d'essayer de plaire à tous les publics qui pouvaient aimer les films de série B de l'époque. On se dit quand même, s'il y a un 3, c'est qu'il y a eu déjà un 1 et un 2. Oui, alors qui n'ont rien à voir en fait. Le 3 n'est absolument pas la suite de Ninja 1 et Ninja 2. Et d'ailleurs, le personnage principal est une femme qui est prof d'aérobic et qui est possédée par l'esprit d'un ninja assassiné en début de film, mais qui n'a aucun rapport avec les autres ninjas des 2 films précédents de toute façon. D'accord. Alors, vous l'avez vu, je suppose, Philippe ? Alors, je ne l'ai pas vu, Ninja 3. Je crois que j'ai dû voir le Ninja, le 1. Le premier. J'ai vu le 1, moi. Ouais. Oui, je crois que j'ai vu le 1, mais j'en ai tellement vu de films de ninja, souvent conseillés par Dominique Nadeau, qui est un expert. Également. Qui est l'expert, même, on peut dire, le patron. En nanar, très bien. Et puis, alors, Blood Diner, alors on ne va pas passer la bande-annonce parce qu'elle est un peu sanguinolente pour l'heure, mais on est carrément dans le gore, là. Complètement, ouais. Donc ça, c'est un sous-genre, on va dire, du nanar, le gore, non ? Encore, bien qu'il y ait encore une fois, des films gore tout à fait fréquentables et pas nanar du coup. Mais et pareil pour Blood Diner, en fait, c'est aussi une espèce de melting pot de plusieurs genres, puisqu'il y a encore une histoire de malédiction, il y a une momie. Des zombies, il y en a, non ? Il me semble, oui, il y a des zombies aussi. Il y a toujours un petit zombie quand même. Toujours quelque part. Des nazis, le descendant d'Adolf Hitler justement qui fait du catch, et des cannibales. Ah, voilà, tout ça dans le même film. C'est important, le cannibale. Un beau casting. Ouais, exactement. Est-ce que il arrive que ces films soient pris, alors non pas au premier degré, mais ne soient pas compris, en tout cas, pour ce qu'ils sont ? Alors, quand ils sont faits au premier degré, de toute façon. Donc, après, le problème, c'est toujours la subjectivité. On peut trouver ça très bien et penser que ce sont des très bons films, et c'est tout à fait recevable. Il n'y a aucun problème. Ouais, c'est ça. Parce que un mauvais film, ça n'existe pas. C'est vraiment la façon dont le public le reçoit
qui va conditionner la manière dont il est reçu, en fait. Mais on va dire sur la violence, sur le sexisme, aujourd'hui, tout est choquant. Alors, quand on regarde les nanars, en fait, ce qu'il y a, c'est que maintenant, dans le cinéma, tout est devenu quand même assez normalisé. Il y a plus ce côté de folie et c'est un peu ce qu'on retrouve dans le nanar, c'est quand même des gens qui osent tout, qui ne respectent pas les codes, qui vont au-delà de ce que peut proposer le cinéma. Et moi, c'est ce que j'aime, c'est cette originalité, même si au final le produit est raté, il y a quand même cette volonté de proposer quelque chose d'autre que le tout venant de la production cinématographique. C'est peut-être simplement une question d'époque. Hein. Oui, aussi. Peut-être que dans 30 ou 40 ans, certains films, Ninja 3 sera considéré comme un chef-d'œuvre. Pourquoi pas ? N'insultons pas l'avenir. Philippe, on a vu les nanars cinématographiques. Ouais. Est-ce qu'il existe des nanars musicaux ? Eh ben, c'est un petit peu sur le même principe. Des grands chanteurs, des grands paroliers qui s'associent ensemble pour faire des œuvres qui sont reçues par le public comme des œuvres plutôt ratées, qui font rire et qui peuvent même devenir très cultes. Voilà, j'avais fait Vous avez organisé un classement. Oui, j'avais fait l'année dernière, j'avais fait Oui, voilà. J'avais fait donc sur mon Facebook, j'avais demandé un petit peu quels étaient les titres les plus improbables qu'ils avaient entendus et j'avais fait un petit classement. En fait, j'avais fait un top 70 qui est devenu un top 5. Alors, il y a eu presque une égalité sur le premier et le deuxième. Ah, je suis d'accord. Mais j'ai dû vraiment les séparer à une ou deux voix près. Voilà. Alors, on va remonter le classement, si vous le voulez bien. Avec plaisir. Pour le plus grand bonheur de tous. Alors, je vous propose le cinquième de votre classement, c'est René Joly, La guerre des étoiles. Magnifique. Voilà. On peut l'écouter peut-être. On va écouter quelques notes. John Williams n'a qu'à bien se tenir. Oui. Alors là, il faut savoir que les paroles, le texte, étaient faits par Étienne Rodagil. La force n'était pas avec lui. Voilà. Et René Joly, c'est quand même quelqu'un qui a joué dans Starmania. Vous voyez, c'est quand même des gens de talent. Mais bon, ça peut donner des choses comme ça. Le quatrième, Noël ma mère. Les enfants de par là. C'est complètement improbable. Noël ma mère qui est devant une piscine en peignoir et qui chante un texte qui est ni pleurer ni rire. Enfin, c'est un peu ridicule. Vous êtes gentil. Quatrième quand même. Quatrième quand même, oui. Le troisième, Jean-Louis Lamberty, Dealer dehors. Alors Jean-Louis Lamberty, peut-être très inspiré par Gainsbourg, mais il faut savoir que ce chanteur est gardien de prison. On comprend. Et sa carrière sur Internet a décollé lorsqu'il a découvert le fond vert. Donc ça donne des trucs incroyables. Sur tous ces clips vidéo, je vous engage à les voir, parce que c'est magnifique. Le deuxième, Pierre Billon, la bombatrice qui aurait mérité, selon moi, la première place. Alors, Pierre Billon, c'est pas n'importe qui. Pierre Billon, il faut le savoir quand même, c'est quelqu'un qui a travaillé avec Sardou, qui travaille encore avec Michel Sardou. Donc c'est quelqu'un de pas bien. Oui, non, mais il fait des musiques, de jeux, pas jeux vidéo en tête, avec de jeux genre les Big Deal, le Millionnaire. Enfin, c'est quand même quelqu'un c'est un vrai musicien qui a fait des trucs plutôt bien. Producteur aussi de Joël, il était une fois. Je sais pas si vous vous souvenez. D'accord. Voilà. Bon, voilà. Et le grand vainqueur, Jean-Pierre Sauzet. Sauzet. La fête de la musique. La fête de la musique. Alors là, c'est bon, ça, c'est un mystère total. Et alors, on est dans la 4e dimension. Alors, je laisse un peu écouter parce que c'est tellement beau. Oui. Alors, Jean-Pierre Sauzet, il faut savoir quand même qu'il a eu des ennuis avec la justice. Il a eu 8 mois de prison avec sursis. Il a harcelé la directrice de la maison de disques. Il a harcelé je ne sais pas si c'est le juge, enfin le procureur de la République. Voilà, procureur. Bref, il a peut-être un petit problème d'ordre, voilà. Autre que musical. Autre que musical, mais bon, la fête de la musique, c'est quand même un très très beau morceau qu'il faut écouter et réécouter. Alors, Philippe, moi j'ai une question.
Aujourd'hui, tout le monde peut se filmer avec son téléphone et mettre ça sur Internet et forcément ça devient mondial, global. Mais dans les années 70, 80, 90, on ne pouvait pas faire ça tout seul dans son coin et dans sa chambre. Il fallait investir, il fallait que des professionnels croient en vous. Alors qu'est-ce qui les motivait ? C'est pour ça que c'est pas un problème de budget, vraiment. C'est plus un problème de goût et d'époque. De démarche. Voilà, c'est de décalage par rapport à ce qui se fait, par rapport au goût actuel. Mais peut-être que dans 30 ans, comme je disais tout à l'heure pour les films, on va adorer La Bamba Triste et on va dire non mais c'était génial, on s'est foutu de sa gueule pendant des années, mais c'est un chef-d'œuvre. Pas du tout, je crois beaucoup en La Bamba Triste, comme je crois beaucoup en Xavier Affre. Je sais pas quel est le rapport, La Bamba Triste. Je sais pas, La Bamba, sûrement. Oui, c'est sûr. Oui, alors moi j'avais envie de rendre hommage à un réalisateur que j'aime bien, qui est Ed Wood. Alors bon, on dit souvent, et c'est ce que vous avez dit tout à l'heure, à juste titre, à juste et moins juste d'ailleurs. C'était votre lancement. Le Roi du Nanar. Oui, c'était mon lancement, mais Xavier. justement, c'était pour mieux le détruire après, ma chère Caroline. Non, oui, on dit souvent le Roi du Nanar, mais justement, ce qui me plaît beaucoup dans ce réalisateur, qui a un petit peu foiré la plupart des films qu'il a réalisés, voire tous les films qu'il a réalisés, notamment, on en parlera d'un après, c'est Plan 9 from Outer Space, mais on y trouve beaucoup de poésie dans ces films, avec les faux raccords. C'est un mode d'emploi extraordinaire sur les faux raccords, les acteurs qui jouent très mal, tout ce qui des décors qui tombent, des décors qui tombent alors qu'on est en train de faire la prise, et c'est gardé au montage, parce qu'il n'y a pas de choix. Donc tout ça, c'est à peu près dedans dans ces films. Puis celui qui en a le mieux parlé, à mon sens, et c'est là où je parle de poésie parce qu'il y a une vraie filiation, c'est Tim Burton, qui avait fait en 95 un très très beau film qui s'appelait Ed Wood, avec dans le rôle titre Tim Burton, Johnny Depp, quand il faisait des films tout à fait intéressants, c'est moi le cas de maintenant. Mais on y trouvait aussi, et ça c'est assez intéressant, Martin Landau, Bill Murray. Vous savez, c'est l'acteur fétiche d'une personnalité qui nous est chère, ou Sarah Jessica Parker. Et ce qui était bien dans ce film, alors on revoit la carrière qui est à peu près romancée quand même, et Tim Burton a pris quelques libertés avec la vraie vie d'Ed Wood, mais peu importe. Ce qui était pas mal, il se concentrait sur l'amitié, notamment avec Bela Lugosi, qui est un immense acteur. Dracula. Il joué par le grand Martin Landau, qui est mort depuis, malheureusement, il y a quelques temps. Cosmos 99. Voilà, et ce qui est intéressant, encore une fois, c'est vraiment cette idée de famille et l'émotion qui surgit quand on voit ce film, parce qu'on voit un réalisateur jusqu'au boutiste qui veut faire des films, qui a envie. Donc, quand on voit des gens qui ont envie de faire quelque chose, une passion jusqu'au bout, je trouve ça toujours très beau et très émouvant, donc c'est vraiment bien. Ça rend hommage à Ed Wood. Donc ça rend hommage aussi peut-être à tout ce qui n'était pas Hollywood à l'époque, c'est-à-dire les circuits bis, etc. Et bon, Ed Wood en est le meilleur produit. C'est quelqu'un qui était un peu torturé, parce que quand il réalise, par exemple, on le voit dans le film de Tim Burton, quand il fait Glenn Orlando, il a l'habitude de se déguiser en femme, il est quand même perturbé, ce Ed Wood, avec plein de complexes, peut-être complexes d'Oedipe, enfin bref. Mais à la rigueur, je tirerai mon coup de chapeau parce qu'il fait les films et il les a fait. C'est ça qui est fort. Et quand on les voit aujourd'hui, on se dit que c'est nanar, je ne sais pas. Oui, parce que c'est vrai qu'il y a des choses extraordinaires quand même dedans. Il faut vraiment le voir. Mais ils ont le mérite d'être là. Voilà, ils sont là. Et le fait qu'il ait réussi à assouvir sa passion, non sans mal, parce que c'est pas facile. La plupart sur fond propre, voire sans quasiment de budget, ce qui se voit dans la plupart des films d'Ed Wood d'ailleurs. Et Tim Burton réussit à le rendre parfaitement dans son film, avec un très beau noir et blanc. Très belle musique aussi de Howard Shore, donc, et ça c'est bien rendu par le film et je trouve que c'était bien de rendre hommage. Et oui. Oui, je parle de votre film. Ce serait bien. Alors ce fameux Plan 9 from Outer Space qu'il faut voir au moins une fois dans sa vie, comme peut-être la plupart des nanars, mais celui-là vraiment, 1958. Alors il joue dedans, parce qu'il réalise, mais il joue aussi dedans, avec Bela Lugosi, avec Thor Johnson et Vampira aussi, qu'on trouve dans le film. Alors l'histoire est à tomber par terre, évidemment. Des extraterrestres vont appliquer le plan 9, qui est destiné à manœuvrer les terriens, donc c'est extraordinairement original. Mais en même temps, c'est intéressant, et dans les années 50, il y a le péril atomique, il fait plein de choses. Donc c'est un plan diabolique qui consiste à la résurrection des morts, en introduisant, écoutez bien, des électrodes à longue portée, stimulant la glande pinale des cadavres récemment enterrés. Voilà. Ça, c'est le pitch de départ. Et le film, comme tout bon nanar, j'allais dire, est génialement mauvais parce qu'il n'y a rien qui marche. C'est un vrai ovni, là, pour le coup. On va dire. Là, on voit bien le manque de moyens, qui était une réalité aussi pour lui quand même.
L'histoire n'a ni queue ni tête. Bon, là, ça c'est sûr. Il n'y a pas de fil conducteur. Les effets spéciaux, comment dire, c'est extraordinaire. Voilà, les soucoupes par exemple, c'est grandiose. Les faux raccords, les décors dignes d'un spectacle d'école, aujourd'hui sans doute, fait par peut-être des gamins de 3-4 ans, ce qui apparaît normal, mais là non, c'est des adultes qui ont fait les décors. Il y a des incohérences, alors les raccords jour-nuit par exemple, c'est-à-dire qu'on est dans la nuit, d'un coup on passe dans le plan vers le jour, puis on revient vers la nuit. Voilà. Des acteurs qui vont débiter des dialogues sortis d'outre-tombe, sans jeu de mots. Lugosi qui est mort et qui est remplacé par un acteur différent sans que ça puisse gêner. Alors oui, il passe son temps à avoir avec la cape devant pour pas qu'on le voit, au cas où on verrait la différence entre les deux acteurs. Mais finalement, il y a tellement de naïveté et de choses assez incroyables que ça, moi je trouve ça en devient touchant. Voilà, et ça correspond quand même à une inquiétude des années 50. Les années 50-60, il y a beaucoup de films comme ça de science-fiction sur les invasions extraterrestres. Certains sont très réussis. Mais celui-là, non, mais il en est touchant. Voilà, il en est touchant. Bon. Ed Wood, un maître, je suppose. Ah oui, complètement. Mais enfin, pour moi, c'est vraiment la définition de ce qu'est le nanar. C'est vraiment quelqu'un qui va aller jusqu'au bout de sa démarche, qui a une vision de réalisateur. Il y a vraiment une vision derrière. Et c'est ce qui va générer ça, parce que voilà, il y a des problèmes techniques, le tournage qui s'étend sur des mois et des mois. Et maintenant, on peut le rapprocher d'un Tommy Wiseau qui revient un peu à la mode en ce moment avec le film de James Franco. C'est quelqu'un qui a entièrement financé son film sur ses fonds propres. Donc il y a une prise de risque en plus. Complète. Sachant que de la part de Wiseau, il n'a jamais réalisé de film avant, il ne sait pas du tout ce qu'est le cinéma, c'est juste qu'à un moment, il veut faire passer un message et il va le véhiculer par un film. Mais voilà, il n'a pas forcément les moyens pas les moyens techniques, mais les moyens humains. Et c'est ça qui va créer le nanar. C'est toujours une volonté de faire autre chose, mais dans le cadre du cinéma, donc avec une sortie en salle. C'est souvent une belle histoire de galère, à chaque fois. Complètement, oui. En fait, il y aurait même plus à dire sur le tournage même des films que sur les films en eux-mêmes. Oui, parce qu'en fait, sur Ed Wood, quand on dit le roi du nanar, c'est même un peu injuste. Oui. Parce que, en fait, c'est vrai que c'est le manque de moyens, c'est cruel. C'est clair que là, il se retrouve face à des acteurs. Bon, il arrive à avoir Bela Lugosi, mais après, il a d'autres acteurs, donc il les prend presque pas dans la rue. Mais enfin, il passe par là, c'est le maquilleur, le cadreur, on prend, donc on met dans le film. Et le décor, il n'y a pas de budget. C'est clair que c'était pas un milliardaire, donc on ne peut pas dépenser non plus des sommes astronomiques. Donc avec un budget, en fait, ça deviendrait la référence de la science-fiction des années 60. On ne sait pas ce que ça aurait pu donner. C'est ça qui est un peu injuste, c'est qu'on se dit qu'avec des moyens, avec de vrais moyens, et la structure peut-être Hollywood derrière, voilà, on peut rêver à quelque chose de sans doute meilleur, mieux fait. Voilà. Sachant que de la série B, d'ailleurs, sont venus beaucoup de réalisateurs qui ont eu du succès par la suite, notamment ceux qui ont commencé chez Roger Corman. Donc ça prouve bien qu'on peut commencer dans la série B et être quand même un auteur de cinéma, puisque Francis Ford Coppola a commencé chez Corman. Donc, et s'agissant des acteurs et des actrices, certains ont construit leur carrière sur les nanars. Oui, il y a des acteurs qui n'ont fait quasiment que du nanar, que ce soit Michael Dudikoff, le fameux ninja blanc. Le nain, là, comment il s'appelle Arnold Schwarzenegger. Le ninja, le petit. Je me souviens plus comment il s'appelle. Arnold Schwarzenegger a commencé par des nanars. Avec Conan le Barbare. Alors, Conan le Barbare n'est absolument pas un nanar. Absolument pas, c'est un des meilleurs films de l'histoire du cinéma, donc non, ce n'est pas un nanar. Mais encore une fois, c'est subjectif. Conan. À la limite, The Barbarian. The Barbarian, c'est un nanar. Oui, ça c'est un nanar. Mais Arnold ne joue pas dans Barbarian. Enfin, cela dit, je vous rejoins que je n'aime pas beaucoup Conan le Barbare. Arnold Schwarzenegger a par contre vraiment commencé dans le nanar, puisque Pumping Iron, son premier film, et Hercule à New York sont véritablement des nanars. C'est-à-dire que un est un documentaire sur le culturisme de l'époque, des années 70, et Hercule à New York, c'est suit le périple d'Arnold qui parle tout juste anglais dans le New York des années 70. Il y a le Hercule avec Lou Ferrigno aussi. Qui est un nanar, mais alors de première. Je crois que c'est la première fois que je suis sorti d'un cinéma. J'avais pas encore compris la subtilité du nanar, et je suis sorti parce que je trouvais ça tellement métaphysique que je suis parti. Alors, si vous deviez citer un nanar ultime. Un ultime,
c'est assez difficile de choisir. J'hésiterais entre deux, le Vivre pour survivre de Jean-Marie Palardy et Piège mortel à Hawaï de... je ne me rappelle plus son nom, Sidaris. Voilà, chacun dans leur style propose vraiment la quintessence de ce que peut produire le genre. Pour vous, Philippe? Pour moi, il y a deux films. Alors, il y a Lui et l'autre, il est quand même énorme celui-là. C'est une espèce de parodie de E.T. Alors, je ne connais pas le réalisateur, c'est italien, je pense. C'est deux comiques. Non, c'est des Espagnols. Les Espagnols, voilà. Alors, ça, c'est. Là, on est pareil, on est sur une autre planète. Et le deuxième que j'avais vu donc à la soirée Nanar donc à Paris, c'est Le Führer en folie. Ah, ouais. Alors là, c'est de la souffrance. C'est de la souffrance surtout quand on le voit à 3h du matin. D'accord. La souffrance pendant 1h30. Alors ça hurle tout le temps. Les blagues, tous les gags sont très mauvais. Tout est mauvais et c'est fatigant. On sort de là, même pour les fans de Nanar qu'on appelle les Warriors, c'est très dur. Philippe Clair qui est un auteur à succès à l'époque, puisque c'est quand même le... c'est pas la finesse non plus. Si vous voulez la discussion. On va finir la conversation. Mais citons quand même Samouraï Cop. Moi j'avais bien aimé. Très bien. Voilà. Et il faut citer Julien Jakubowski, Philippe Ferrer, merci de nous avoir accompagnés durant cette émission. Revenez nous voir quand vous voulez. Je rappelle que l'astronaute de La Nuit du Nanar version Noustral aura lieu ce vendredi 30 mars à Ajaccio, au cinéma Les Lifts à partir de 20h30. Oui. Xavier, merci beaucoup et à très bientôt. Pendant le 20h, c'est fini pour aujourd'hui, mais ça continue en replay sur Internet. Merci de nous avoir suivis. On se dit à très bientôt, dès demain d'ailleurs, sur France 3 Corse via Stella. Merci beaucoup.